BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Et cette semaine, nous sommes ravis, c'est une première pour nos deux invités sur ce plateau. Franck Marotte, vous êtes le PDG de Toyota France. Et en face, Jean-Baptiste Djebari, président de Opium. Ravi d'être en plus de ses anciennes fonctions. Alors, Toyota, on ne vous présente pratiquement plus, vous êtes tout de même le leader mondial. Opium, un petit peu moins peut-être, parce qu'on va surtout entendre parler de vous à horizon 2025, quand vous allez sortir votre Machinal à 100% véhicule hydrogène, 1000 km d'autonomie, une recharge en 3 minutes. On a hâte de voir ça. Alors tout d'abord, quelle est la raison d'être du leader mondial ? Bonjour Cyrielle, bonjour Jean-Baptiste. Un leader mondial, ça doit se donner une vision et un rôle sociétal. On a une responsabilité quand on est leader, alors même quand on ne le reste pas en permanence. Toyota a eu la chance de le devenir et elle l'est devenue justement en se donnant cette vision qui était de faire bénéficier de tout son savoir-faire, de toute sa technologie, de toute sa recherche et développement pour décarboner et pour arriver à une société meilleure et à un environnement meilleur. Donc c'est ça. Et chez Opium ? Alors chez Opium, l'idée c'est de contribuer de façon assez décisive à la décarbonation des transports. Et dans les transports, le véhicule automobile prend évidemment une place importante. Et donc l'objectif de l'entreprise, c'est évidemment de commercialiser d'ici fin 2025 un véhicule à hydrogène qui sera exposé au salon de l'auto entre le 17 et le 23 octobre. Donc Cyrielle, vous pourrez venir l'admirer. Avec grand plaisir. J'ai surtout une question, Opium, parce que vous êtes beaucoup plus récent que Toyota. Et parmi, on va dire, les challengers que je reçois, ils sont beaucoup plus alertes, en tout cas, pour, par exemple, avoir la certification B Corp. Est-ce que c'est quelque chose, justement, quand on est 100% hydrogène et qu'on est là véritablement pour challenger le marché, bien que Toyota soit déjà pas mal avancé en termes de décarbonation, est-ce que ce sont des enjeux qui, justement, Oui, c'est un petit peu by design, comme on dit en mauvais français. C'est encore une réflexion en cours dans l'entreprise, savoir si c'est une entreprise à mission ou si on va aller chercher le label B Corp. Mais évidemment, c'est le sujet de soutenabilité environnementale, de sustainability, comme on dit là aussi en mauvais français, c'est tout à fait important. Ou de CSR. Voilà, c'est tout à fait important pour nous et on y travaille évidemment de façon approfondie. Et vous, Toyota, on ne peut plus passer à côté du label B Corp en plus ? C'est aussi, ça fait partie des ambitions et tout s'inscrit en fait, label ou pas, dans une ambition qui est d'avoir la meilleure contribution. Et quand on a le plus gros volume de vente dans le monde entier, parce que finalement l'écologie ne doit pas s'arrêter aussi aux frontières françaises ou européennes, il faut que ça devienne un enjeu mondial et on a l'ambition d'y participer massivement. Alors, en termes de décarbonation, je rappelle tout d'abord quelques chiffres. La France s'est engagée à réduire de 80% ses émissions de CO2 d'ici 2050 par rapport à 2015. Et surtout en France, on parle surtout, à chaque fois, c'est le chiffre, 48 000 morts de décès prématurés chaque année à cause de la pollution de l'air. Vous, Franck Marotte, vous dites la réglementation accompagne l'innovation. L'Europe, la Californie vont interdire la vente de voitures thermiques et hybrides neuves à horizon dès 2035. Vous avez une enveloppe de 9 milliards d'euros par an d'investissement. Vous allez en faire quoi ? On va du thermique vers quoi concrètement ? Alors, on a commencé il y a 25 ans en faisant de l'hybride auto-rechargeable. On a continué en faisant des voitures à hydrogène, en faisant des voitures hybrides rechargeables, des voitures électriques à batterie. Donc on investit avec ces 9 milliards tous les champs du possible qui justement vont bien sûr répondre à la réglementation. Le rôle de la réglementation est central. Ça tire l'ambition des industriels. Alors il faut bien sûr que ça accompagne aussi leurs investissements et leur capacité dans le temps à progresser. Mais c'est fondamental parce que ça donne une direction. Et quand en plus elle est partagée par une ambition interne d'entreprise depuis encore une fois 25 ans, eh ben, ça permet de router les investissements de manière massive vers cette vision-là. Jean-Baptiste Djebari. Non, c'est une question que, d'ailleurs, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de la poser à Franck, mais on voit bien que beaucoup de grands constructeurs automobiles mondiaux sont en train de faire un saut, en ne passant pas finalement par le véhicule hybride, un saut vers la batterie électrique, un saut vers l'hydrogène, ou en diversifiant ces différentes technologies. On voit bien que beaucoup d'investissements sont consentis, qu'il faut rester évidemment neutre sur le plan technologique, mais quelle est votre perception ? En tout cas, pensez-vous en ayant toujours une très grande empreinte sur le véhicule hybride qui a quand même aussi quelques défauts, ça pèse en masse dans le véhicule, etc. Est-ce que vous pensez que vous ne vous donnez pas les moyens d'être finalement au bon niveau, au bon moment, quand la transition sera complétée par d'autres constructeurs ? Alors, ce qui est fondamental quand on a l'ambition de rester un fournisseur de mobilité pour le plus grand nombre, c'est de toujours prendre en compte l'équation accessibilité du consommateur au marché et aux produits qu'on commercialise. La vertu de l'hybride, encore pour quelques années probablement, c'est justement de rester une solution qui électrifie, qui décarbone à 20-25% par rapport à un véhicule thermique,
tout en étant dans la même zone de prix. Et ça, c'est fondamental, on l'a bien vu avec des crises sociales qu'on a subies en France. La mobilité reste cardinale dans la vie quotidienne des consommateurs. Et pour longtemps. Et la mobilité accessible reste donc un besoin fondamental. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'hybride. Ça n'empêche que Toyota investit massivement et les 9 milliards... Alors sur le 9 milliards, quel est le taux de pourcentage qui justement pour l'hydrogène par rapport à l'électrique? Alors, en fait, on a un mix énergétique qui va se répartir de manière encore inconnue. Et il y a certains constructeurs qui ont fait le choix d'investir massivement dans une technologie. Ce n'est pas le nôtre. Donc on répartit entre les batteries, entre l'hydrogène, entre l'hybride rechargeable, de manière relativement proportionnelle. Et ensuite, on explore les différents segments de marché, de la plus petite voiture jusqu'au poids lourd, de manière à devenir justement des acteurs de la décarbonation sur l'ensemble de la filière des filières de mobilité. Parce que même les poids lourds, ça va bien au-delà de ce qu'on fait traditionnellement. Et quand vous voyez qu'il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, comme la Machina à horizon 2025, est-ce que ça vous challenge de plus en plus et ça ne vous donne pas envie de pousser le curseur plus vers l'hydrogène? On trouve ça très bien. On a mis à disposition tous nos brevets sur l'hybride gratuitement de tous les constructeurs, de tous les acteurs de la filière automobile depuis plusieurs années. On a eu des acteurs qui sont venus récemment, par exemple en France, un des acteurs majeurs qui s'appelle Renault, qui est venu sur l'hybride auto-rechargeable. On trouve ça très bien. L'hydrogène, ça nécessite, et moi je suis ravi que certains partenaires se mettent dessus massivement et aient l'ambition qui a été affichée de sortir des voitures rapidement, parce que ça va permettre d'évangéliser le sujet. C'est une technologie nouvelle, complexe, mal connue. Et donc le plus il y aura d'acteurs, le plus finalement le gâteau sera important pour que chacun puisse prendre sa part et puis in fine, pour que la planète s'en porte mieux. Non, moi, ce que je trouve intéressant dans la période qu'on vit, c'est que finalement, on redevient un peu pionnier dans différents secteurs des transports. D'ailleurs, c'est vrai dans l'aviation, c'est vrai dans l'automobile. Et dans un moment aussi où géopolitiquement, des choses se passent et des nouveaux dangers émergent. Et du coup, la question que j'avais de ce point de vue-là, c'est qu'on voit que Toyota a investi énormément dans les batteries électriques à ce stade. On sait très bien que ça pose des questions de recyclage, de dépendance en matière première, notamment vis-à-vis de notre voisin de l'Est chinois. Et comment vous appréhendez... De terres rares aussi. De terres rares, qui ne sont pas si rares, mais qui en fait ne sont pas du tout aujourd'hui sourcés en France ou en Europe. Comment vous appréhendez cette dépendance géopolitique? Parce qu'on peut très bien, on a vu que les risques se réalisaient. On a un risque russo-ukrainien avec d'ailleurs des implications importantes sur le secteur automobile pour la Russie, par exemple. Comment vous appréhendez ce risque, n'importe quoi, d'un conflit entre la Chine et Taïwan, par exemple, qui viendrait, sur le plan des matières premières, poser des très grands sujets sur la capacité des pénuries, et donc possiblement, alors même que l'industrie européenne se redonne la capacité de se développer sur ces nouvelles technologies, viendrait à nouveau la désorganiser. Comment vous appréhendez ce risque? Alors, ce qui est fondamental, c'est que là encore, la réglementation soit aussi respectueuse des enjeux stratégiques et industriels. La Chine, en l'occurrence, a massivement investi, probablement avant l'Europe, dans l'électrification de ses véhicules, parce qu'ils avaient des problématiques de pollution beaucoup plus importantes que les nôtres encore, et donc ils sont allés plus vite, et puis ils ont un régime, un système qui permet de le faire. Si on veut garder une indépendance énergétique, une indépendance dans nos solutions de mobilité, et finalement sécuriser à la fin, pour chacun des consommateurs sur le territoire, qu'il ait l'accès à la bonne mobilité dans le futur, il est fondamental que l'on agisse avec la célérité qui nous permet de suivre industriellement en termes de sourcing énergétique. L'électrification batterie à marche forcée, c'est un vrai risque que vous mentionnez, d'offrir le marché beaucoup trop rapidement à des acteurs qui aujourd'hui sont relativement en avance. Ils sont prêts. 90% des terres rares sont en Chine. La production des batteries aujourd'hui, elle est massivement en Chine, à plus de 70%. Donc, de facto, si on accélère trop fort, trop rapidement sur l'électrique à batterie, ça veut dire des prix qui vont augmenter pour les consommateurs d'une part, et une dépendance à la Chine qui va être beaucoup trop importante. Donc on le voit bien avec l'énergie primaire aujourd'hui, avec la guerre russo-ukrainienne. C'est un vrai danger. Et là, il y a une vraie réflexion politique, stratégique. Et on voit ça dans vos collègues d'ailleurs. On l'a vu, on a reçu sur ce plateau BMW qui justement se targue de faire un moteur électrique qui ne contient plus de terres rares. Ouais. Alors, et Renault aussi a annoncé des matériaux synthétiques qui remplacent les terres rares. Ça, c'est une vraie voie que, bien sûr, on va explorer aussi chez Toyota. Et ça résoudra une partie du problème. Pas tout, mais une partie du problème. Parce qu'on aura effectivement, y compris d'ailleurs en tant que continent, et de ce point de vue-là, la réflexion d'Olaf Scholz était intéressante il y a quelques semaines quand il a exposé son projet politique, c'est qu'on voit bien qu'on a quand même des gros sujets, un peu moins sur le cobalt, mais sur le lithium, sur le nickel. Le nickel, on a vraiment un gros sujet. Le lithium, on en a en Europe. Oui. Simplement, y compris...
politiquement, ça nécessiterait de se poser la question de savoir si on veut l'extraire, dans quelles conditions on veut l'extraire. Et donc on voit bien que là, les enjeux d'écologie de ces nouvelles économies se rejoignent et posent la question en tant que bloc, en tant que continent, le chemin qu'on souhaite tracer pour nous-mêmes. On a vu que les États comme la Chine et d'autres systèmes, et d'ailleurs y compris des démocraties comme celle des États-Unis, a su mettre l'écologie au cœur de sa stratégie industrielle. Et vous, en tant que Français et Européens, on va dire j'imagine par nature, en tout cas par cœur, comment vous voyez l'Europe se reconstituer les capacités d'être une puissance industrielle automobile sur ces sujets-là? Parce que vous dites, Jean-Baptiste Djebbari, en Europe, on fait des normes, en Chine, ils font des voitures. Jusqu'à présent, ça a été assez vrai. Et on a une approche assez normative en Europe et en France notamment. Et en Chine, ils ont mis cette stratégie industrielle au cœur de leur... Oui, et de ce point de vue, il faut faire très attention si on veut promouvoir l'investissement industriel. Les entreprises ont toujours des logiques économiques à la fin des fins. Que les normes et les conditions fiscales d'exercice de l'activité soient propices à l'investissement industriel. Il y a un enjeu dans les années qui viennent, c'est justement la production de batteries en Europe. Il faut absolument qu'on stabilise les normes, que l'on stabilise la fiscalité pour attirer. Toyota a été et est encore un exemple relativement remarquable de production de voitures en France. On a aujourd'hui une des 2 plus grosses usines de production de véhicules en France. Et vous bientôt en Normandie. Et nous bientôt en Normandie. Donc on est de ce point de vue extrêmement vertueux. Mais ça passe aussi par une stabilité, parce qu'on fait des investissements sur le long terme. Un investissement dans une usine automobile, c'est un minima 10 ans pour avoir le retour sur investissement. Donc il faut qu'on ait une stabilité. Pourquoi certains ont quitté les territoires européens? C'est parce que justement il y avait de l'instabilité, il y avait des conditions fiscales qui n'étaient plus propices à cela. Donc il faut absolument revenir là-dessus si on veut attirer. Et d'autant plus qu'on a, comme vous l'avez bien dit, un enjeu stratégique à produire ces batteries sur le territoire. On va rester dans l'hydrogène. Il y a une actualité pour Toyota, la nuit blanche le 1er octobre. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voulez justement sensibiliser les personnes à votre Toyota Mirai? On veut évangéliser, c'est-à-dire qu'on est là face au plus grand événement culturel parisien de l'année, enfin un des plus grands événements culturels. Et on va mettre à disposition donc des voitures à hydrogène, la Mirai, pour aller d'un espace à l'autre de l'événement culturel gratuitement. L'enjeu, c'est exactement comme des nouveaux acteurs comme vous qui venez sur ce marché, c'est de faire connaître cette technologie, de montrer à quel point c'est formidable de rouler dans une voiture hydrogène parce que c'est zéro émission, ça rejette que de l'eau, c'est totalement silencieux bien sûr, et c'est d'un confort absolu, et c'est une voiture tout à fait normale, démystifiée, tout ce qui tourne de négatif autour de l'hydrogène. Donc ça fait partie, c'est évidemment de l'image parce que c'est un petit écosystème, on le fait à plus large échelle en ayant créé une société de taxi qui va véhiculer des particuliers dans Paris. On a 600 taxis qui roulent à hydrogène en France. Donc voilà, et le plus il y aura d'acteurs qui feront ce type de manifestation. Une quarantaine de bornes, c'est bien ça quand même. On est quand même à une quarantaine. Ça, c'est l'objectif. Pour l'instant, on n'est qu'à 7. Donc malheureusement, ça va trop lentement, mais c'est comme les bornes de recharge électrique. Mais ça avance beaucoup, là. Il y a une quarantaine de projets également qui ont été déposés en 2022. On a plus, tout cumulé, on aura plus de 150 bornes à hydrogène en Allemagne. Ils ont pris un peu d'avance parce qu'à l'époque, Daimler en 2015 avait voulu s'y lancer, puis après le Dieselgate, la crise, etc. Mais ça avance très vite. La Californie avance très vite également. Très vite. Donc, et puis les financements sont là. On aurait pu craindre avec, c'est peut-être une question aussi là, on aurait pu craindre avec les récessions annoncées dans le monde occidental que les flux de financement allaient se tarir sur le développement de l'hydrogène, mais on voit des gros deals qui sont faits entre Amazon et Plug Power et d'autres. Et donc l'hydrogène, parce qu'elle s'adresse, c'est un secteur qui est bien au-delà du secteur automobile, devient en quelque sorte une méga trend, comme on dit en mauvais français et en économie. Et là-dessus, on voit bien que la crise qu'on traverse sur la production électrique fait, autrement dit, le fait de ne pas pouvoir ou d'être désincité à recharger en heure pleine, par exemple, sa voiture électrique, redonne de la compétitivité aux voitures à hydrogène. Et c'est d'ailleurs un des sujets qu'avait évoqué le patron de BMW. Comment vous voyez qu'en 6 mois, en 1 an, les curseurs bougent beaucoup. Comment vous essayez d'appréhender la chose avec beaucoup de souplesse, alors même que vous avez des enjeux industriels qui sont énormes à l'échelle du groupe? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a des investissements publics dans l'hydrogène, il y a des investissements privés. Les fonds d'investissement sont tous présents sur l'hydrogène. Donc ça, pour tous ceux qui croient dans cette technologie pour assurer une partie de la mobilité demain zéro émission, c'est une excellente nouvelle. Comment on appréhende les risques et les changements de paradigme qui arrivent finalement extrêmement vite, parce que finalement les pénuries d'électricité, et si cet hiver on a effectivement des pénuries d'électricité, ça va encore être un accélérateur de particules pour toutes les alternatives comme l'hydrogène. On l'appréhende avec beaucoup d'humilité chez Toyota, on n'investit pas un champ en particulier.
On a un certain nombre de technologies aujourd'hui qui sont identifiées pour décarboner, pour faire du zéro émission à terme. Les carburants de synthèse, l'hydrogène, l'électrique à batterie. On va investir tous les champs du possible parce que manifestement, selon les usages, selon les géographies aussi, entre les États-Unis, l'Europe, la Chine, le Japon, les choses sont parfois très différentes. Les réponses seront différentes. Quand on a l'ambition d'être un constructeur mondial comme nous et de le rester, et un fournisseur de mobilité demain, il s'agit de mettre toutes les chances de notre côté. Et donc, on gère les risques en investissant et en ayant les moyens de le faire, 9 milliards, dans tous les champs du possible. Et c'est la fin de cette première partie, mais je tiendrai à la terminer en disant qu'on va retrouver Toyota avec nos Jeux Olympiques en 2024. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un an plus tard, on va enfin voir la Machina. Exactement. Donc on va hydrogéniser la société. C'est bien ça? C'est l'objectif. Il est temps de passer au débriefeur de la semaine. BFM Business, objectif, raison d'être. Le débrief. Et oui, nous sommes ravis d'accueillir une nouvelle fois Nicolas Imbert, notre débriefeur. Vous êtes le directeur exécutif de Green Cross France. Alors Nicolas, qu'avez-vous pensé, on va dire, de ces deux feuilles de route et notamment de ces engagements vers l'hydrogène et surtout, quelles sont vos questions pour Franck Marotte? Bonjour, et à vous entendre, je suis un petit peu étonné parce qu'on est en train de caler les innovations technologiques de demain sur des schémas de mobilité qui sont plutôt tirés dans le meilleur des cas d'aujourd'hui, mais peut-être d'hier ou d'avant-hier. On entend parler d'une approche de mobilité individuelle et c'est essentiel, mais qui doit être une mobilité inclusive, qui est complémentaire et qui ne s'oppose pas aux mobilités douces et collectives. Le fait d'avoir un signal très fort des politiques publiques a été plusieurs fois relevé par les deux interlocuteurs et c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, on se rend compte à quel point la qualité de l'air et les décès anticipés sont un enjeu du quotidien dans nos villes et des rendez-vous ratés en France comme le contrôle technique des deux roues motorisées nous ont montré l'importance d'être au rendez-vous de l'histoire. La prochaine échéance, c'est les zones à faible émission. Et par rapport à ceci, j'ai une interpellation par rapport à ce qui vient d'être annoncé par Toyota. Les véhicules à hydrogène sont essentiels et sont des éléments de mobilité qui sont très intéressants pour aller d'une ville à un autre. Par contre, quand le 1er octobre, on est en train de mettre à disposition pour les nuits blanches des véhicules à hydrogène pour remplacer les déplacements qui auparavant se faisaient à pied, en vélo, en transport en commun et en trottinette individuelle, est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper de message par rapport à une innovation technologique qui est bonne, mais qui n'est pas dans un champ d'action approprié? Alors merci Nicolas Imbert. On va laisser répondre Franck Marotte et je crois que Jean-Baptiste Djebari aussi. Alors vous avez tout à fait raison. Tout à l'heure, je signifiais que les usages seront variés et donc les technologies devront répondre aussi à des contraintes d'usage. Toyota a pris des parts dans une société qui fait des bus à hydrogène et nous sommes majoritaires dans une société qui s'appelle Caetano. Et ça participera et ça participe déjà, on en a déjà commercialisé. La deuxième réponse que je ferai par rapport à ce que vous mentionnez, un point central des politiques publiques, c'est effectivement les zones à faible émission. Sur ce sujet, Toyota vient de s'associer avec une société 12 qui fabrique des vélos cargo électriques, donc totalement zéro émission, dont l'objet est justement de nourrir le B2B, donc les livraisons de dernier kilomètre, mais également des particuliers qui dorénavant ont basculé sur autre chose pour promener leurs enfants, leur matériel. Et donc on a de ce point de vue une gamme qui va bien au-delà des véhicules traditionnels que l'on fait pour répondre en fonction des usages, de la géographie, des contraintes, eh bien, à toutes les possibilités de décarboner et de zéro émission. Jean-Baptiste Djebari. Non, simplement un point de remarque. Moi, j'ai appris deux choses dans ces dernières années. C'est qu'un, il y a une parfaite complémentarité des modes. Et quand on parle des modes doux, ils sont évidemment complémentaires à la mobilité individuelle, électrique et hydrogène. Et que parfois, il y a effectivement des gens en zone rurale ou ailleurs, ou des gens qui sont privés de mobilité, ou en tout cas en mobilité réduite, qui ont besoin de véhicules pour se déplacer. Ça, c'est une réalité et ça perdurera. Et puis, deuxièmement, il faut avoir une vision, à mon avis, un peu globale. Ce qui se passe dans le monde sur la décarbonation des transports, c'est global. Et donc, du coup, avoir une vision européenne dans un marché mature, c'est évidemment se priver de comprendre ce qui se passe en Chine. D'une part, en Inde, on a une classe moyenne de 300 millions de personnes qui va émerger et pour lequel l'approche de la mobilité est complètement différente. En Inde, par exemple, dans les villes, elle commence par la mobilité électrique 2 roues et 3 roues. C'est leur façon de l'adresser. Et donc, il faut vraiment être un peu intellectuellement plastique et censé être un peu franco-centré, parce qu'il y a différentes façons d'organiser la transition énergétique de par le monde. Il y a des grands groupes comme des startups, d'ailleurs, ont vocation
à conquérir le monde dans sa complexité. Et en plus, vous aimez avancer ensemble sans être trop concurrents, si j'ai bien compris, messieurs. Bon, merci beaucoup. On n'a malheureusement plus le temps. Merci infiniment, Nicolas Imbert. Il est temps maintenant de passer aux questions des internautes.